bonjour. Oui, bonjour à tous et toutes. Bon, je vais faire l'explication de l'extrait 3 du roman de Stendhal, situé dans la partie 2 au chapitre 19. Je vais un peu commenter un peu plus longuement mon explication de texte, pas la faire simplement dans les 10 minutes. Je vous rappelle que l'introduction doit bien situer l'extrait. Elle doit faire comprendre au jury que vous avez lu le roman, que vous savez de quoi il parle, qui sont les personnages, et ce qui s'est passé avant et ce qui peut se passer après. L'extrait, il est justement articulé dans une histoire plus longue. Donc ça, c'est le premier point de l'introduction. Et le deuxième point, il doit vous permettre de caractériser l'extrait, de dire ce qui semble important dans l'extrait, ce qui va être votre piste de lecture. Donc ça, c'est les deux premières choses par rapport à l'introduction. Et elle se termine, cette introduction, en découpant l'extrait en 3 parties. Donc je vais commencer par l'introduction. Donc le Rouge et le Noir, le roman de Stendhal, alterne les moments d'analyse et les moments d'action, le récit psychologique et le récit d'aventure. L'extrait que nous allons étudier est un moment d'aventure. Julien, provincial et fils de charpentier, est devenu secrétaire du marquis de La Mole à Paris. Il aime sa fille Mathilde, qu'il entreprend de conquérir. C'est l'aventure ultime de cette conquête que nous allons étudier, et je vais procéder à la lecture de l'extrait. Ma mort augmentera le prix qu'elle a... Pardon, je recommence. Ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi, s'écria-t-il. Quel souvenir je laisserai. Tombé dans ce dernier abîme du malheur, un être humain n'a de ressources que le courage. Julien n'eut pas assez de génie pour se dire « il faut oser ». Mais comme il regardait la fenêtre de la chambre de Mathilde, il vit à travers les persiennes qu'elle éteignait sa lumière. Il se figurait cette chambre charmante qu'il avait vue, hélas, une fois en sa vie. Son imagination n'allait pas plus loin. 1 heure sonna. Entendre le son de la cloche et se dire « je vais monter avec l'échelle » ne fut qu'un instant. Donc ce passage d'une vingtaine de lignes nous mène des sombres pensées de Julien, qui pense à se suicider, à l'allégresse du triomphe. En cela, cet extrait nous montre parfaitement les excès romantiques des personnages. C'est ce qu'on va s'attacher à montrer ici. On peut organiser notre extrait en 3 parties. La partie 1 va de la ligne 1 à 5 et elle nous montre Julien, son état, et elle met en place la scène. La partie 2 va de la ligne 6 à 19. Elle nous raconte la scène en multipliant les actions et les péripéties. Et enfin, la partie 3 va de la ligne 20 à 23 et elle sert d'épilogue à cette aventure. On peut découper aussi l'extrait de la ligne 1 jusqu'à la ligne 7. Ça ne change pas grand-chose. Ça permet juste, dans la mise en place de l'extrait, d'ajouter une indication temporelle avec 1 heure sonna. Voilà, ça c'est pas très... c'est un détail. Donc, tout d'abord, la première partie met en place la scène. Nous sommes dans les pensées de Julien. Ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi, s'écria-t-il. C'est du discours direct. On peut penser que c'est plutôt du discours indirect libre, puisqu'il y a de fortes chances qu'il ne s'exprime pas oralement, hein, bien qu'il s'écrit. Ici, il faut entendre ce verbe de parole comme étant une indication psychologique, si vous voulez, de son état émotionnel. Donc il parle de lui, ma mort, et avec l'emploi du futur, on est dans un temps du discours. Cette première phrase, ainsi que la suivante, se termine par un point d'exclamation, ce qui indique bien le fait que Julien exprime ses sentiments. Dans la phrase « Quel souvenir je laisserai », elle nous montre aussi le fonctionnement de Julien, c'est-à-dire qu'il s'intéresse plus à l'image qu'il va laisser de lui qu'à sa vie propre. C'est un être dont l'orgueil fait qu'il est plus préoccupé du qu'en dira-t-on, de son apparence,
que de ce qu'il est. Ensuite, à la ligne 2, on quitte le discours et on passe cette fois-ci à une réflexion du narrateur sur Julien. Tombé dans ce dernier abîme du malheur, un être humain n'a de ressources que le courage. Changement qui ne comporte aucune espèce de transition, qui alterne le discours et le récit. Cette phrase, en fait, est conjuguée au présent de vérité générale. C'est donc comme une maxime, donc énoncée par le narrateur sur les protagonistes, sur les personnages. Ensuite, le narrateur poursuit son récit, mais cette fois-ci en focalisation peu à peu interne, puisqu'il focalise d'abord sur Julien, puis il nous montre Julien en train de regarder la fenêtre de Mathilde, il nous décrit ce qu'il voit, et enfin il nous parle de ce que Julien imagine, il se figurait. Donc petit à petit, la focalisation devient de plus en plus interne, et de la même manière, on passe cette fois-ci de la perception aux imaginations de Julien. Je vous signale donc les 3 verbes de perception, hein. Il regardait, il vit et il se figurait. Voilà. Gradation dans l'intériorisation petit à petit du récit dans la tête de Julien. Ce qui a pour effet en fait de faire naître de la pitié pour le héros et rappelle aussi, Julien se souvient d'une scène précédente dans laquelle il est allé dans la chambre de Mathilde. À la fin de cette première partie, on abandonne Julien à son sort, il est faible et impuissant, il semble avoir renoncé un peu à la vie. Il ne sait pas quoi faire. La partie 2 va rompre avec cette impuissance de Julien, et de manière tout à fait soudaine. Donc le volte-face, pourrait-on dire, ou le changement d'humeur de Julien est marqué par la première phrase, la première proposition. 1 heure sonna, donc à ce coup de cloche, tout à coup Julien se réveille. La proposition est courte, simple. 1 heure sonna, voilà, un événement qui arrive. Et en fait, cette cloche qui sonne rappelle à Julien la nuit précédente au cours de laquelle il est allé rejoindre Mathilde, et il va donc se dire qu'il peut employer les mêmes moyens. Ces moyens sont donc le fait d'utiliser l'échelle. On bascule en fait à ce moment-là dans le récit d'aventure. Entendre le son de la cloche et se dire, la proposition, c'est une proposition avec des verbes à l'infinitif, donc qui sont comme une injonction qui est faite à Julien d'agir, hein, une solution qui lui est proposée tout à fait de manière, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, ce fut l'éclair du génie. On a un changement, donc on revient cette fois-ci au récit proprement dit, avec marqué encore une fois par une rupture, hein, puis-je être plus malheureux, retour, donc se disait-il, retour au discours indirect, libre de Julien sur lui-même. Enfin, l'action qui va se dérouler, donc il courut à l'échelle, premier temps, il brisa donc un chien de l'un de ses pistolets, et il tordit un chaînon, il plaça l'échelle contre la fenêtre. Donc là, c'est l'enchaînement des verbes d'action, tous conjugués au passé simple, ce qui montre l'enchaînement des péripéties ou des actions de Julien pour escalader jusqu'à la fenêtre de Mathilde. Toujours dans ce moment-là de ce paragraphe
d'aventure. On peut remarquer la présence d'hyperbole avec la force surhumaine que déploie Julien. Et puis, donc, ces détails qui nous sont donnés, le fait que Julien possède un pistolet avec lui, ce qui nous montre qu'il était prêt à se suicider, et donc pour se suicider, mais il faut tirer un coup de feu. Donc ça nous montre aussi une manière de caractériser ce personnage qui est toujours prêt, qui a toujours tout avec lui au cas où il en ait besoin. Ensuite, au paragraphe suivant, à la ligne 13, elle va se fâcher, m'accabler de mépris, qu'importe. Donc, de nouveau, on retourne au discours indirect libre. C'est une question rhétorique. Le qu'importe, ici, donc on a un changement total d'humeur, c'est-à-dire que là, il ne se préoccupe plus de son image. Il accepte de prendre un risque, de passer pour un ridicule, parce que ce qui est le plus important, c'est de lui dire au revoir. Donc il est totalement, cette fois-ci, envahi par ses émotions. Je lui donne un baiser, un dernier baiser, je monte chez moi et je me tue. Il me semble qu'il y a là, je vous le redirai, je vous le préciserai, mais il y a là, je crois, une référence à Roméo et Juliette. Ensuite, donc le récit se poursuit. Il volait en montant l'échelle, donc à la ligne 15, il frappe à la persienne. Donc, il volait, c'est une métaphore pour nous dire qu'il va très vite. Il frappe à la persienne, on a un changement de temps. Cette fois-ci, le récit emploie un présent de narration, ce qui met encore plus en relief l'action, nous rend contemporain de cette action. Donc, il frappe à la persienne. Mathilde l'entend, elle veut ouvrir la persienne, l'échelle s'y oppose. De nouveau péripéties avec des obstacles, comme tout à l'heure le fait que l'échelle avait été enchaînée. Ici, donc, l'échelle est aussi un obstacle au fait que Mathilde puisse ouvrir la persienne. Donc là aussi, on multiplie les détails. Julien se cramponne au crochet. Il risque de se précipiter 1000 fois. De nouveau, une manière de rendre l'action du héros encore plus grande avec cette hyperbole. Et enfin, donc, la libération. Mathilde peut ouvrir la persienne. Il y a une alternance aussi dans ce paragraphe entre les propositions courtes et des propositions plus longues. Il volait, donc au début de la ligne 15 jusqu'à la ligne 18, hein, l'échelle, elle la déplace un peu, Mathilde peut ouvrir la persienne. On a donc, et la déplace un peu, tout ça c'est une seule phrase, donc très longue, une période, on dire, et Mathilde peut ouvrir la persienne, c'est une phrase courte, simple. Donc, ce qui permet aussi d'alterner le rythme dans la phrase. Je cherche en même temps. Après quelques instants, Mathilde l'entend, elle veut ouvrir la persienne, l'échelle s'y oppose. Vous voyez, trois temps. Et la déplace un peu, pareil. Une phrase au début, une proposition, un enchaînement de propositions longues, juxtaposées, et une dernière proposition coordonnée et la déplace un peu, beaucoup plus courte. Donc on a un rythme, une scansion comme ça, où ça monte, ça monte, ça monte, et puis après une chute plus courte. Donc, de manière à montrer le rythme aussi de l'action de Julien. Je cherche mes mots. Enfin, la ligne 19, pour la fin de cette seconde partie, et c'est quand il entre dans la chambre. Donc ici, ce qui est important, c'est le verbe « il se jette » dans la chambre, qui indique bien le fait de se jeter, une sorte d'irruption directe dans la chambre, une violence, une rapidité pour rejoindre Mathilde. Cette deuxième partie donc est une suite d'obstacles qui sont surmontés par Julien.
Cependant, le plus difficile reste à accomplir, puisqu'il s'agit de convaincre Mathilde de son amour, enfin, de l'amener à Mathilde à bien réagir. Donc là, pour l'instant, tout est suspendu à la fin de cette deuxième partie. Donc le plus mort que vif, d'ailleurs, c'est peut-être la peur de Julien par rapport à la manière dont Mathilde va réagir. On va donc entamer l'explication de la troisième partie, qui va être là concentrée sur la réaction de Mathilde. Donc ça se passe au discours cette fois-ci direct. C'est donc toi, dit-elle en se précipitant dans ses bras. Donc Mathilde en fait est tout de suite conquise. Ce qui nous est surtout indiqué par le fait qu'elle se précipite. Donc Julien se jette dans la chambre et elle se précipite dans ses bras. On a une sorte d'action en miroir, hein, jeter, précipiter. Dans les deux cas, la violence, la rapidité, la réaction. Ensuite, à la ligne 21, alors juste à la ligne 20, la phrase elle-même, il y a 3 petits points, elle n'est pas terminée. Et puis on a à ligne 21 une série de points, donc ce qui indique une ellipse, et ce qui montre bien aussi le caractère désinvolte du narrateur ou de Stendhal, de l'écrivain, qui ne prend même pas la peine de rédiger la réaction et l'union de ces deux personnages. Il passe ça sous silence. Alors on peut se dire que c'est une manière d'éviter d'être censuré, d'écrire des scènes qui gênent les bonnes mœurs. C'est aussi une manière de dire bon, c'est pas la peine de raconter cela, quoi. Le lecteur est en capacité d'imaginer ce qu'il veut. Les deux dernières lignes, donc la ligne 22, qui pourra décrire l'excès du bonheur de Julien, une question rhétorique qui fait l'inverse de ce qu'elle dit, c'est-à-dire que pose la question mais qui pourra dire le bonheur de Julien? Mais justement en posant la question, il est en train de nous dire que ce bonheur est tout à fait absolu, grand. C'est une figure de style qui s'appelle une prétérition. Et tout de suite, on est dans le roman d'analyse, puisqu'on compare le bonheur de Julien avec celui de Mathilde. Celui de Mathilde fut presque égal. Une manière de montrer qu'il ne faut pas oublier, même s'il y a un excès de bonheur, il ne faut pas oublier d'analyser ce qui est en train de se passer et de comparer les personnages entre eux. Enfin, donc l'attitude de Mathilde qui est caractérisée, elle lui parlait contre elle-même, elle se dénonçait à lui, attitude qui est plutôt dite non pas par des mots mais par des gestes. Elle lui parlait contre elle-même, elle se dénonçait à lui. Ce n'est pas les mots qu'elle emploie, c'est par son attitude corporelle qu'elle fait comprendre à Julien qu'elle l'aime. Donc là aussi, c'est aussi le fait qu'on a bien à faire une attitude corporelle qui peut être marquée un peu par l'emploi de l'imparfait. Donc c'est aussi dans cet extrait une manière de montrer le corps de Mathilde, nous faire imaginer le langage corporel, on va dire, de Mathilde dans son amour pour Julien. Bien, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la conclusion. Donc là, dans la conclusion, on redit on essaye de reprendre tout ce qu'on a pu dire et d'essayer de revenir à la problématique, donc l'idée directrice. Donc l'idée, c'était que cet extrait nous permet de voir les excès du romantisme, le fait que ce sont bien des personnages romantiques, que c'est bien un livre romantique qu'écrit Stendhal, et donc qu'il y a des excès de sentiments. Donc, ce que j'ai montré, au départ il est désespéré, à la fin il est totalement heureux, et il y a le même renversement moins analysé, mais il y a un renversement aussi passionnel de Mathilde,
qu'il rejetait avant l'extrait et qui maintenant s'abandonne ou se donne totalement à lui. Donc cet extrait nous raconte l'ultime assaut de Julien pour conquérir Mathilde. Dans son roman, Stendhal montre souvent la relation entre les hommes et les femmes comme une guerre. C'est à la fois une manière de rendre épique l'aventure amoureuse, mais aussi une façon de parler de la guerre des sexes. À cet égard, on peut dire que l'échelle est à la fois le symbole de l'ascension sociale de Julien, mais aussi de la distance entre les hommes et les femmes. Alors bon, mon introduction ne parle pas tout à fait du romantisme finalement, mais bon, ça c'est un autre point important. Il conquiert ici Mathilde comme on prend un château fort avec une échelle, il se montre conquérant, et on peut se souvenir que quand, pour conquérir Madame de Rênal, c'était exactement pareil, c'était un plan de bataille qu'il fallait organiser, que un peu plus tard dans le roman, il va aussi prendre une échelle pour se réfugier, rejoindre dans sa chambre Madame de Rênal. Donc voilà, il y a beaucoup d'échelles dans le roman de Stendhal entre les hommes et les femmes, enfin entre Julien et les femmes. Il s'agit beaucoup d'ascension. Et puis, alors cette échelle, c'est à la fois le moyen de... C'est un symbole de... Il gravit les échelons de la société, mais c'est aussi certainement, s'il y a une échelle entre deux personnes, elle les relie, mais en même temps elle les sépare. Donc c'est un moyen de tenir le fait que les hommes et les femmes sont différents, ne sont pas les mêmes, même s'ils s'aiment, même s'ils se rassemblent, s'unissent, ils ne forment pas non plus un nous, une unité indistincte. Voilà pour cet extrait. Je vous remercie.